tous. Une de mes premières difficultés et interrogations dans mon jeune exercice d'infirmier en pratique avancée, ça a toujours été de comprendre les ordonnances. Comprendre une ordonnance souvent bien éloignée des recommandations vues à l'université. Et c'est sur cette thématique qu'on a sollicité le professeur Verdoux, qui nous fait l'immense plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Je vous prie d'accueillir chaleureusement le professeur Verdoux, professeur universitaire à l'Université de Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui, de vous voir nombreuses et nombreux. C'est vraiment un très grand moment pour moi. Je pense que j'ai l'impression de connaître beaucoup d'entre vous. Mais comme l'ont dit déjà tous les précédents intervenants, les temps sont vraiment sombres actuellement pour la psychiatrie et la psychiatrie publique. Et on a vraiment besoin de lueurs d'espoir. Et effectivement, le mot espoir a déjà été prononcé par des intervenants précédents. Mais c'est vrai que vous êtes une de nos rares lueurs d'espoir. Je dirais qu'il y en a une seconde actuellement, enfin une deuxième si on est optimiste, qui sont aussi l'arrivée des médiateurs de santé pair dans un autre registre, mais c'est vraiment important et vraiment c'est aussi... On est très content finalement que ce soit sur la côte ouest, parce que finalement Bordeaux fait aussi partie de la côte ouest, que se tienne ce deuxième congrès, et j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres et que vous serez de plus en plus nombreuses et nombreux à y participer. Donc, je voulais vraiment remercier les organisatrices et les organisateurs. Ça a été parfait. L'organisation a été parfaite, très agréable. Vous avez toujours été extrêmement réactifs. Et encore une fois, je suis vraiment extrêmement ravie d'être là aujourd'hui. Alors, on a choisi ensemble en fait un thème dont le titre est un petit peu ambitieux, comment réduire l'écart entre les recommandations et les prescriptions de psychotropes en vie réelle. Je ne suis pas sûre que je vais répondre à cette question aujourd'hui, je vais plutôt essayer de répondre à la question, en fait, comment réduire l'impact de l'écart. Alors, si je comprends comment ça fonctionne, alors, quand on parle des recommandations et de la vie réelle, en fait, d'un côté, vous avez, on va dire, le bureau de l'HAS, et de l'autre, vous avez un bureau de CMP. Vous allez comprendre très vite à quoi je fais référence. Et en fait, comment ça se décline ? Simon parlait tout à l'heure des ordonnances. Alors voilà, ça c'est l'ordonnance selon l'HAS. Madame X, souffrant de schizophrénie, 35 ans, un antipsychotique en monothérapie. C'est parfait, à la bonne dose, on est en recommandation. Et ça, c'est la vraie vie. Ça vous rappelle des choses, je pense. Alors, j'ai pu faire des ordonnances comme ça, faut pas croire. J'en fais aussi. Peut-être pas le lepticure, mais enfin voilà. Donc, on est sur une ordonnance avec 2 antipsychotiques, un hypnotique, un anxiolytique, un régulateur de l'humeur, un antidépresseur et bien sûr tous les laxatifs de la terre. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est la vraie vie. Je ne suis pas sûre qu'à la fin de la présentation, on arrive à l'aripiprazole 15 mg en monothérapie, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire en tout cas pour s'approcher en tout cas d'une ordonnance qui est un peu plus proche en termes de rapport bénéfice-risque. Alors, donc, comment on explique l'écart entre les... Excusez-moi, j'ai craqué. Enfin, pas pour le deuxième. Hein. Bon, il a un peu changé, mais c'est encore pas mal. Donc, alors, pourquoi finalement il y a un tel écart ? Eh ben, en fait, il faut d'abord bien comprendre que l'écart vient déjà du fait que la médecine basée sur l'épreuve, sur lequel reposent en fait toutes les recommandations, est essentiellement issue de données collectées dans les essais randomisés contrôlés. Donc on est en situation expérimentale avec des patients parfaits qui ne consomment pas de substances, qui prennent bien leurs médicaments, qui n'ont pas de comorbidité somatique, etc. Et effectivement, ces données sur l'efficacité qui sont issues de ces protocoles très expérimentaux, très purs en termes de méthodologie,
vont aboutir à des recommandations qui sont en décalage assez important avec les personnes qu'on prend en charge dans la vraie vie et qui, bien sûr, ne sont pas aussi sélectionnées. Donc il y a ce problème de biais de sélection qu'on retrouve dans les essais randomisés contrôlés, d'où vont être issues ensuite les recommandations. Alors pour illustrer ça, je pense que l'exemple le plus frappant dans notre profession, ce sont la question en fait, qui est posée concernant l'efficacité des antipsychotiques à action prolongée par rapport aux antipsychotiques par voie orale dans la prévention de la rechute. Quand on regarde les données qui sont issues d'essais randomisés contrôlés, d'essais contrôlés randomisés, excusez-moi, j'ai toujours l'anglicisme, d'essais contrôlés randomisés, en fait, la plupart des essais contrôlés randomisés ne montrent pas de différence en termes de prévention de la rechute entre les personnes qui prennent des antipsychotiques par voie injectable et des antipsychotiques PEROS. Alors, en fait, comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à mettre en évidence de différence ? Eh bien, parce qu'en fait, par définition, les personnes qui sont incluses dans ces essais contrôlés randomisés ne sont pas les personnes qui ont l'indication des antipsychotiques à action prolongée. Ce sont le plus souvent des personnes qui acceptent de signer un consentement éclairé pour participer à un essai thérapeutique, qui ne sont pas en soins sans consentement, qui n'ont pas de comorbidité addictive ou autre. Et donc, en fait, du coup, ces patients ont déjà, en termes de prévention de la rechute, une très bonne efficacité avec les antipsychotiques PEROS. Et donc, en fait, ce sont les études observationnelles, et les études observationnelles de bonne qualité, qui ont permis, en fait, d'étayer l'intérêt des antipsychotiques à action prolongée dans la prévention de la rechute par rapport aux antipsychotiques PEROS. Ce sont des données qui sont conduites sur des registres de patients par rapport, par exemple, dans les pays scandinaves, où ils sont nettement mieux organisés que nous en termes de santé publique, et on peut avoir accès à toutes les données de la population assez simplement. Et donc, en fait, les études qui sont conduites dans ces études observationnelles sont conduites sur des personnes dans la vraie vie, c'est-à-dire des personnes qui, effectivement, n'ont pas de biais de sélection et qui ressemblent et qui sont identiques à celles pour lesquelles on pose les indications d'antipsychotiques à action prolongée. Et actuellement, les méthodes statistiques ont fait tellement de progrès qu'en fait, on peut contrôler l'ensemble des biais. Alors, ceci pour en fait, vous dire qu'effectivement, et on vous l'avait appris dans votre formation initiale, dans votre formation d'IPA, il y a une espèce de sacro-sainte idéalisation concernant les essais randomisés contrôlés et qu'il n'y aurait que eux qui donneraient la vérité concernant l'efficacité des médicaments. Et donc, du coup, les recommandations issues de ces essais randomisés, en fait, il faut pondérer aussi les recommandations dans le sens qu'elles sont souvent basées sur des études qui n'incluent pas les personnes de la vie réelle. Donc l'écart s'explique en partie par cet écart au niveau méthodologique et par le fait qu'il y a un biais de sélection des personnes qui ont été incluses dans les essais à l'origine des recommandations. Alors, on ne va pas se voiler la face, ce n'est pas juste un problème de méthodo, il y a aussi un problème de formation en psychopharmacologie. Et il y a un problème particulièrement dans notre pays en matière de formation. Alors, je vous ai parlé que de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire la formation des médecins. Donc, vous avez les recommandations européennes, internationales, en termes de nombre d'heures de pharmacologie qui devrait être suivi par les étudiants en médecine, et on considère qu'en formation initiale, pendant le 2e, 3e cycle, ça devrait être environ 120 heures de pharmacologie. Donc vous voyez, quand je suis assez vieille pour avoir été formée dans les années 80, bon, c'était déjà pas grandiose en France, on était déjà bien inférieur à la plupart des autres pays européens, mais la situation n'a fait que se dégrader. Et il ne faut pas que vous surévaluez la formation de nos collègues médecins. Vous avez souvent, en tant qu'infirmier, vous avez même tout le temps en tant qu'infirmier, une formation beaucoup plus solide finalement en pharmacologie que les médecins. On est actuellement, au gré des réformes successives, on est arrivé à une situation totalement aberrante, où en fait ces études professionnalisantes, où
en fait, l'acte de prescription, à part si on est chirurgien, et encore que l'acte de prescription est quand même au centre de la pratique médicale. Et là, en tant qu'enseignante, moi, au fil des réformes, on me dit « Mais non, vous ne leur apprenez pas le médicament, ils l'apprendront quand ils seront internes. » Donc ça a commencé par « Ils n'ont pas besoin de connaître la dose. » Ok, ils n'ont pas besoin de connaître la dose. Très bien, en urgence, on va voir si la mémoire externalisée dans l'iPhone suffira. Et ensuite, maintenant, on est dans la dernière mouture de la réforme. Ah non, mais il ne faut pas qu'ils apprennent les médicaments, ils l'apprendront en 3e cycle et ceux de leur spécialité. Super, très bien. Donc là, actuellement, c'est extrêmement frustrant en tant qu'enseignante de me retrouver face à des cohortes de futurs médecins qui n'auront pas appris à prescrire pendant leurs études médicales. Et ça, c'est la triste réalité. Ceci pour vous dire que, en fait, en tant qu'IPA, ne souffrez pas d'un complexe de modestie ou d'infériorité. Vous avez souvent une meilleure formation en psychopharmacologie et vous êtes au plus près du médicament que ne le sont la plupart, que ne sont les internes et que ne le sont beaucoup de nos collègues. Et alors, en psychiatrie, je dirais la situation est souvent encore plus dramatique parce que, pour des raisons sur lesquelles on n'a pas besoin, qui seraient trop longues à expliquer, c'est vrai que les médecins qui s'orientent vers la psychiatrie ne sont pas forcément ceux qui s'intéressent le plus à la psychopharmacologie en moyenne. Voilà. Donc, mais il y a de l'espoir, espérons, avec la formation continue. Alors, donc, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un certain nombre de mythes en psychopharmacologie. J'espère qu'on aura du temps pour des questions parce que je vais aller assez vite dans la présentation et je ne vais pas avoir le temps donc, de développer de nombreux points. Et je vais commencer par un des premiers mythes en psychopharmacologie qui est que l'efficacité augmente en augmentant la dose. Donc ça, ce sont des pratiques qu'on voit très régulièrement et en fait qui, là aussi, repose sur un manque d'heures en pharmacologie fondamentale dans la formation initiale, à savoir que si on prend par exemple l'effet des antipsychotiques, on sait très bien depuis les antipsychotiques de première génération, ça fait 50 ans qu'on sait ça, que les effets des antipsychotiques en fait diminuent pour la plupart d'entre eux quand on augmente la dose. C'est une courbe en U inversée, donc on a une augmentation initiale de l'efficacité assez rapide, puis ensuite un plateau où on ne gagne quasiment pas, et puis après quand on continue à augmenter, en fait, on perd en efficacité. Donc par exemple, si je vous mets la risperidone, le vert c'est à peu près jusqu'à 6, après on est en plateau, et puis à partir de 8, en fait, on commence à décroître. Alors, bien sûr, quand on augmente la dose, il faut aussi avoir en tête qu'il peut y avoir quand même des situations où ça peut être justifié de l'augmenter. Si on exclut les problèmes d'observance, il existe quand même un certain nombre de situations où, à dose identique, la concentration plasmatique va être différente dans le sens où l'effet de différents produits inducteurs ou inhibiteurs. Alors, cette diapositive est horriblement compliquée. Je vous rassure, je ne connais pas par cœur tous les inducteurs et inhibiteurs, chaque fois qu'il faut que j'y retourne, mais c'est juste pour vous donner un exemple. Donc, si on regarde la clozapine, par exemple, que vous voyez que en CMP, vous êtes souvent amené à suivre et à renouveler, on sait que c'est un médicament qui a un index thérapeutique étroit et dont la concentration dans le sang, pour être efficace, doit être comprise dans la fourchette 350 à 600 nanogrammes par millilitre. Et en fait, donc, il y a des situations où il va falloir augmenter la dose. C'est notamment, par exemple, quand vous donnez des inducteurs enzymatiques ou quand le patient en utilise, et notamment le tabac. Le tabac est un très fort inducteur du cytochrome qui est en charge de la métabolisme de la clozapine de type 1 à 2. Et donc, une personne qui prend de la clozapine et qui consomme du tabac va avoir besoin d'un tiers de la dose en plus en moyenne. Bon, le tegretol aussi, mais la question se pose moins. Et donc, en fait, dans ces cas-là, ça peut être justifié d'augmenter la dose à la condition d'avoir fait un dosage plasmatique de clozapine. Bon, il y a toutes les situations dans le sens inverse avec des inhibiteurs qui diminuent le métabolisme. On y reviendra plus tard sur la question de la pneumopathie. Donc, en clair,
les dosages plasmatiques, au moins pour les médicaments à index thérapeutique étroit comme la clozapine, peuvent être quand même très utiles, et parfois pour les autres s'ils sont à disposition. Et donc, pour répondre à la question, est-ce qu'en augmentant la dose, j'augmente l'efficacité ? En fait, dans la plupart des cas, non. Et si on a atteint, par exemple, 8 mg de risperidone, on sait que si on monte, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, on est souvent en cas de résistance. Et là, la seule stratégie, c'est changer de molécule ou potentialiser la clozapine. Alors, j'ai bien conscience, en vous disant tout ça, que vous n'initiez pas les traitements. Je sais très bien que vous... Mais je sais que vous êtes force de proposition et que c'est quand même important que vous ayez en tête ces stratégies pour les suggérer aux prescripteurs. Alors, juste un point, il y a un médicament qui échappe à cette règle, qui est l'olanzapine, pour lequel, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas très bien, en fait, l'efficacité croît quand même un peu quand on augmente la dose, et c'est une stratégie qui peut être intéressante à connaître, notamment chez les personnes qui ne peuvent pas prendre de la clozapine. Alors, on va passer au deuxième mythe, qui est quelque chose qui nous occupe beaucoup dans notre pratique, parce que c'est un des effets indésirables les plus fréquents des antipsychotiques, qui est la prise de poids, et un de ceux qui a le plus d'impact en termes de qualité de vie et en termes de santé somatique. Alors, c'est vrai que c'est un effet indésirable sur lequel on a quand même peu d'impact. Alors bien sûr, en prérequis à tout ce que je vais dire ensuite, il y a les mesures hygiéno-diététiques, la mise en place d'activités physiques, etc. Mais ce qui est important, alors je ne sais pas si vous voyez les couleurs, normalement en haut c'est vert et en bas c'est rouge. Ce qui est quand même important, c'est de considérer par rapport à la prise de poids que tous les antipsychotiques ne sont pas équivalents. Ça, vous le savez déjà. Mais ça veut dire aussi qu'en situation d'un patient dont la prise de poids ne s'améliore pas malgré la mise en place des mesures hygiéno-diététiques, il faut peut-être réfléchir déjà à un changement. Donc vous savez déjà que l'olanzapine, la clozapine et la chlorpromazine, qui sont en dernier de cette méta-analyse en réseau, sont celles qui donnent le plus de prise de poids. Mais en haut, vous avez dans vert, donc celles qui donnent le moins de prise de poids, quasiment équivalent au niveau du placebo, sont l'alloperidol, l'aripiprazole, parce que les autres, on ne les a pas en France. Donc effectivement, la première stratégie, c'est toujours réfléchir à un changement de molécule. Là aussi, vous pouvez être force de proposition par rapport à ce changement de molécule. Ensuite, il y a d'autres stratégies. Alors effectivement, on est dans des problématiques de prescription hors AMM, où il peut y avoir une plus ou moins grande flexibilité des pharmaciens hospitaliers et libéraux pour accepter ces prescriptions hors AMM. Mais par exemple, on sait, et c'est documenté par vraiment maintenant un corpus d'études très solide, et c'est dans bon nombre de recommandations, que la metformine, qui est un antidiabétique, et peut être utilisé y compris chez les personnes qui n'ont pas de diabète de type 2 et qui ont une prise de poids importante sous antipsychotiques pour réduire cette prise de poids. Donc il y a vraiment un bon niveau de recommandation. Les effets indésirables sont assez exceptionnels. Il y a des cas exceptionnels d'acidose lactique. Donc c'est une stratégie quand même à laquelle il faut penser, parce qu'on sait que la prise de poids a un impact important en termes d'image du corps, de qualité de vie et de risque d'arrêt du traitement. Donc, il vaut mieux parfois faire une prescription hors AMM que d'avoir une rechute liée à l'arrêt du traitement. Alors, pour la clozapine, juste aussi, je vous donne d'autres stratégies qui peuvent être intéressantes et pour lesquelles, là aussi, vous pouvez être force de proposition. On sait que l'aripiprazole ajouté à la clozapine, même en dehors de l'histoire de potentialiser les effets antipsychotiques de la clozapine, a un effet améliorateur du métabolisme. Ça réduit tous les paramètres métaboliques, la prise de poids, également l'hypercholestérolémie, etc. Donc ça peut être intéressant. Il y a une autre stratégie sur laquelle il faut être beaucoup plus prudent, mais qui existe aussi, qui est l'ajout du floxifrate, de la fluvoxamine, parce que la fluvoxamine, en fait, a un effet inhibiteur extrêmement fort sur le métabolisme de la clozapine et donc peut diminuer les effets métaboliques, mais il faut être très très prudent dans ces cas-là et doser vraiment attentivement la clozapine.
Bon, on reviendra peut-être sur le problème de la prise de poids dans les questions, parce que bien sûr, tout n'est pas dit ici. Alors, le troisième, alors là aussi, ça c'est quelque chose qui nous occupe tous beaucoup, peut-être moins les médecins, mais psychiatres, mais en tout cas beaucoup les médecins somaticiens, beaucoup les infirmiers, beaucoup les IPA. C'est la question de la constipation, parce que la constipation, effectivement aussi, c'est un des effets indésirables les plus fréquents qu'on va retrouver et qui s'explique en partie, comme on va le voir, par le millefeuille de prescription de psychotropes et autres chez les patients. Alors, là, mon ennemi, c'est l'anticholinergie. Donc, vous allez vite comprendre que je vais vous parler très, très régulièrement des effets anticholinergiques. Quand on parle de constipation, il faut avoir en tête la charge anticholinergique et partir à la chasse de tous les médicaments anticholinergiques avant de rajouter des laxatifs. Donc, les médicaments anticholinergiques, on en prescrit beaucoup. Bien sûr, il y a la clozapine au premier plan, mais il y a aussi tous ceux qu'on oublie, la siamémazine, la lévomépromazine, l'hydroxazine, certains antidépresseurs, etc. Donc, d'abord, commencer effectivement à réduire le plus possible cette charge anticholinergique et bien sûr penser aux autres facteurs de risque. Mais bon, ça, je pense que vous les connaissez. Alors, je pense qu'on ne voit pas un coin de la diapo, là, où je me trompe. On peut peut-être... Bon, enfin... Bon. On va... Mais ce n'est pas très grave. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de... Merci beaucoup. Enfin bon, ce sont des choses que vous connaissez. Donc l'augmentation du temps de transit colique, donc, est effectivement le risque majeur, et notamment chez les personnes qui prennent de la clozapine, c'est l'occlusion fonctionnelle, ce qu'on appelle le syndrome d'Ogilvie, dont il faut savoir quand même que ce syndrome a une létalité potentielle importante. Bon, là, je rappelle souvent les échelles de constipation pour les médecins, mais vous, je sais que vous les connaissez nettement mieux et que vous les utilisez. Donc, c'est vraiment très important de réduire au maximum la charge cholinergique. C'est-à-dire que le fait d'avoir une occlusion sous clozapine n'est pas une contre-indication à la poursuite de la clozapine, c'est juste une indication à réduire la charge cholinergique. Et il y a toujours des solutions pour le faire, parce qu'il existe quand même quasiment pour toutes les molécules des équivalents qui n'ont pas de charge anticholinergique élevée. Alors, puisqu'on continue avec les anticholinergiques, on va continuer avec un autre effet secondaire qui est l'acathisie. Donc l'acathisie, ça fait partie aussi des plaintes très fréquentes chez les patients qu'on suit, et notamment ceux qui ont les pathologies psychiatriques les plus sévères, et ça fait aussi partie des effets indésirables qu'il faut absolument combattre et qu'il faut arriver à réduire, parce que c'est un facteur de non-observance majeur, c'est un facteur de souffrance extrêmement important, c'est un facteur de déstabilisation du trouble parce que c'est insomniant, et c'est même, en fait, on sait que c'est un facteur de risque de suicide bien documenté. Donc, alors, on sait que l'acathisie, c'est un effet secondaire des antipsychotiques, notamment des antipsychotiques de première génération. En fait, quasiment tous les antipsychotiques peuvent induire une acathisie, ça dépend de la dose. Dans les secondes générations, c'est l'aripiprazole qui est le plus inducteur d'acathisie. En fait, il n'y a que la clozapine qui ne donne pas d'acathisie. Il faut quand même avoir en tête que certains antidépresseurs aussi peuvent aggraver cette acathisie. C'est un peu personne dépendante. Pensez à l'hydroxyzine aussi, qui est quand même un neuroleptique-like, qui peut aussi aggraver l'acathisie. Donc la première chose, effectivement, c'est aussi là encore réduire au maximum la polythérapie et penser à tous les autres facteurs de risque qui peuvent aggraver l'acathisie, et notamment la carence en fer. On n'y pense jamais assez. La carence en fer est un facteur qui augmente le risque d'acathisie. Il faut vraiment penser à... Alors, il ne faut pas se contenter de doser l'hémoglobine, il faut aussi doser la sidérémie et tous les autres paramètres pour évaluer effectivement la carence en fer. Bon, c'est plus fréquent chez les personnes jeunes et en début de traitement. Donc c'est un effet dose dépendant, l'acathisie. Donc la première chose, c'est de tenter de diminuer la dose et de tenter de réduire au maximum toutes les coprescriptions. Pour les personnes dans la salle qui... excusez-moi, j'emploie ce terme technique, l'acathisie, c'est...
Quand on ne peut pas tenir en place, c'est qu'on a des jambes sans repos, y compris la nuit, et qu'on est obligé d'être en mouvement perpétuel, tellement les sensations d'impatience, c'est comme ça que le décrivent souvent les patients, d'impatience dans les jambes sont importantes. Alors, si la réduction de la dose ne suffit pas, il faut envisager de changer de molécule. Donc la clozapine, c'est rarement une indication s'il n'y a pas d'autres indications, mais à la limite, pourquoi pas. Mais en premier, effectivement, on va partir sur des molécules qui ont peu d'effets acatisiens, notamment la kétiapine, l'olanzapine à dose relativement modérée et la risperidone à faible dose également. Et si ce n'est pas possible, les logos ne sont pas passés. Si ce n'est pas possible, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que les anticholinergiques qu'on va avoir tendance à prescrire parce qu'on a l'automatisme effet extrapyramidal égale prescription anticholinergique, ça ne marche pas très bien. Et ça ne va faire qu'aggraver la charge anticholinergique, en fait. Donc, il faut éviter de prescrire des anticholinergiques dans cette indication-là. Il n'y a pas vraiment d'efficacité démontrée. Et ce qui marche le mieux, en fait, ce sont les bêta-bloquants. Il y a des études aussi qui suggèrent que la mirtazapine peut être intéressante dans cette indication, la vitamine B6 et bien sûr une supplémentation en fer en cas de carence. Ça marche de manière extrêmement spectaculaire. Les benzodiazépines aussi, mais ça peut être plutôt un aigu, c'est rarement une prescription au long cours. Donc ça, c'est vraiment... il ne faut pas laisser quelqu'un avec une acathisie, c'est insupportable à vivre. Il ne faut pas tolérer que les personnes au long cours, alors je ne parle pas en aigu sur une hospitalisation pendant un traitement d'épisode maniaque où on explique à la personne que c'est pendant 15 jours et puis après ça ira mieux, mais sur le long cours en CMP, ce n'est pas tolérable. Il faut vraiment trouver une solution, c'est l'enfer d'avoir une acathisie. Alors, ensuite, je sais que vous n'initiez pas. Je répète, mais je sais que vous êtes force de proposition, donc on va parler de la clozapine, ça ne va pas vous surprendre. Et effectivement, alors je sais qu'il y a une très grande inégalité territoriale d'accès à la clozapine en France. Il y a des hôpitaux sans clozapine, comme il y a des hôpitaux sans lithium, ce qui me laissera toujours perplexe. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les résistances, c'est juste parce que les prescripteurs disent que ce genre de choses, c'est trop dangereux, tous ces morts par adugraluciotose, moi j'en prescris jamais, c'est trop dangereux. Alors c'est vrai que la clozapine c'est un médicament à index thérapeutique étroit, c'est vrai c'est un médicament, si on ne le manie pas avec attention, qui peut entraîner, qui peut vraiment avoir des effets secondaires extrêmement graves, mais la granulocytose, c'est quand même anecdotique dans la balance bénéfice-risque. C'est un risque parfaitement contrôlé. Donc, quelles sont les données actuelles sur la granulocytose ? Je vous donne une des dernières études qui est sortie, qui a été faite sur... c'était des collègues néo-zélandais et australiens, et en fait qui montre qu'au bout de 2 ans, le risque d'agranulocytose devient complètement négligeable. C'est-à-dire qu'en fait, la période de surveillance actuelle de 18 semaines initiales avec un bilan hebdomadaire toutes les semaines est totalement justifiée par les données épidémiologiques. C'est là que se centrent les cas d'agranulocytose, mais après, la surveillance devient injustifiée. Et je pense que certains d'entre vous ont suivi nos actions actuellement pour essayer de faire changer les règles de monitoring, parce que vous savez comme moi qu'en CMP, la surveillance de la clozapine consomme un temps extrêmement important de soignants, consomme beaucoup de temps de pharmaciens. Les patients sont extrêmement patients et acceptent ces règles de surveillance à vie, de prise de sang, etc., où tout est retardé quand on n'a pas la prise de sang, etc. Donc c'est d'une complexité sans nom, surtout dans les moyens actuels dont on dispose. Donc, on est en train de voir avec l'AFSAPS comment on peut essayer de faire changer ces règles et arrêter, en fait, ou espacer au moins la surveillance mensuelle de la formule numération, comme ça existe déjà dans d'autres pays européens. Donc, voilà, il y a la task force clozapine qui est en route et qui, on espère pouvoir, d'ici quelques mois, quelques années, vous donner des nouvelles positives. En tout cas, on a eu un accueil favorable à l'AFSAPS par rapport à ces demandes. Ceci pour dire que la granulocytose, c'est un faux problème par rapport à la clozapine. Ce risque est parfaitement encadré et contrôlé. Et en fait, les issues fatales sont totalement exceptionnelles à l'heure actuelle.
En revanche, il ne faut pas négliger d'autres risques et toutes les réactions immunoallergiques qui arrivent à l'initiation. Là encore, hein, je sais que vous êtes moins impliqués dans l'initiation, mais c'est important d'avoir ça en tête. Et toutes ces réactions immunoallergiques qui vont de la fièvre bénigne jusqu'à la myocardite fatale. Donc, toutes ces réactions immunoallergiques ont pour commun d'être favorisées par une mise en place rapide de la clozapine, par de la coprescription de valproate qui a un effet inhibiteur à l'initiation et qui donc va revenir ça revient à une augmentation rapide, et puis des facteurs de vulnérabilité génétique qui commencent à être mieux connus, je pense aux travaux de Boris Chomet, mais qui ne sont pas encore appliqués dans la pratique. Donc, en fait, la période à risque pour toutes ces réactions immunoallergiques, c'est le premier mois de traitement. Et souvent, elle se manifeste par des symptômes assez communs, et notamment un syndrome grippal, avec plus ou moins des signes associés, mais la tachycardie, l'hypotension, c'est aussi assez banal à l'introduction. Effectivement, quand on passe à douleur thoracique et dyspnée, là, on devient un tout petit peu plus méfiant. En fait, la règle, mais c'est vrai finalement pour les patients aussi au décours de la période de titration, mais c'est quand même surtout centré sur le premier mois. En fait, quand il y a un signe d'alerte, il faut avoir très vite le réflexe de regarder s'il y a un syndrome inflammatoire, donc doser la CRP et la troponine en urgence. Il y a des pays où ils préconisent de faire CRP-troponine systématiquement toutes les semaines, le premier mois en tout cas, en plus de la numération formule. L'ECG peut être normal. L'ECG lui-même ne permet pas de poser un diagnostic de myocardite. Et en fait, le diagnostic de myocardite va être confirmé par l'échocardiographie ou la résonance magnétique cardiaque. Donc, en fait, si c'est une myocardite, on arrête la clozapine. Et théoriquement, c'est une contre-indication définitive à sa réintroduction. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. On peut réintroduire, mais il faut mieux le faire dans des centres très spécialisés. Autrement, c'est une fièvre bénigne. Donc, c'est une fièvre bénigne. À ce moment-là, il faut juste arrêter. C'est très classique dans la première semaine, 2 premières semaines d'introduction de la clozapine. La clozapine, c'est plus un immunomodulateur qu'un antipsychotique, en fait. Donc, ça fait des choses très étranges au niveau de l'immunité. Et donc, en fait, dans ces cas-là, il faut suspendre la titration, surveiller la troponine et on continue. Ce n'est pas un critère d'arrêt de la clozapine, en tout cas. Alors, dans les autres mythes en psychopharmacologie, on va continuer en fait avec les antipsychotiques. Vous prenez en charge des patients qui ont une fragilité bronchique, pulmonaire et qui font souvent des pneumonies à répétition. Et donc, dans ces cas-là, on a souvent tendance à imputer ces pneumonies à répétition au tabac. Alors en fait, nos médicaments sont aussi souvent en cause dans l'apparition de ces pneumonies, et notamment toutes les pneumonies d'inhalation par trouble de la déglutition. Donc là encore, les effets anticholinergiques. Donc les effets anticholinergiques, en fait, ils bloquent le tube digestif depuis la déglutition jusqu'à l'anus. Ils paralysent toute la musculature lisse. Et donc, il y a des troubles de la déglutition, ça génère des reflux gastro-œsophagiens. Et avec la clozapine en plus, il y a l'hypersialorée qui est un effet paradoxal de l'effet anticholinergique, c'est-à-dire que ce n'est pas une production exagérée de salive, c'est surtout que la salive ne peut pas être déglutie tellement le tube digestif est paralysé au niveau de la musculature lisse. Donc bien sûr, tous les autres facteurs de risque que vous connaissez, l'état dentaire, le déficit cognitif. Mais donc, en fait, tous les patients sous antipsychotiques, en particulier sous clozapine, sont à très haut risque de pneumopathie d'inhalation pour peu qu'ils aient en plus l'appareil, l'ordonnance qu'on a vu tout à l'heure, avec des kilos de benzo la nuit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, notamment chez les patients qui prennent de la clozapine, c'est que... pour des raisons un peu longues à expliquer ici, via les cytokines qui sont générées du fait de l'inflammation liée à la pneumopathie, en fait, l'inflammation en elle-même a un effet inhibiteur sur le CYP1A2, sur le cytochrome qui métabolise la clozapine. Et donc, en fait, quand il y a une infection, il y a un risque de surdosage important. Si vous devez retenir qu'une chose de ce diaporama, c'est celle-là. Vraiment, c'est la plus importante dans la pratique de tout ce que je viens de vous dire. C'est qu'un
un patient qui est sous clozapine, qui a une infection ou une inflammation, en fait, il va augmenter sa clozapinémie du fait du processus inflammatoire et de l'inhibition du métabolisme de la clozapine du fait du processus inflammatoire. Alors, la clozapinémie en urgence, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en tout cas, à Bordeaux, la clozapinémie en urgence, on l'a 8 jours après, le résultat. Ils groupent. Voilà. Ils groupent les dosages le jeudi. Donc, si on a fait la pneumopathie le jeudi soir, il faut attendre le vendredi prochain. Bon, après, je peux comprendre, hein, c'est l'histoire de réactifs et d'économie, mais bon. En fait, ce qui est recommandé à l'heure actuelle chez un patient qui a une infection, et notamment une infection respiratoire, c'est de diminuer, alors 50%, peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, il faut diminuer la dose de clozapine le temps que l'infection s'améliore, parce qu'autrement, en fait, on risque un surdosage en clozapine, et le piège majeur, c'est de confondre le surdosage en clozapine avec des complications de la pneumopathie, c'est-à-dire que le patient peut devenir confus, dysarthrique, et en fait, on va tout mettre sur le dos de la pneumopathie, alors qu'en fait, c'est la clozapine qui augmente. Donc, vraiment, être vigilance extrême dans cette situation. Mes collègues sont tous morts de trouille à l'idée que leurs patients meurent d'agranulocytose. En fait, les patients sous clozapine, ils ne meurent pas d'agranulocytose, ils meurent d'occlusion fonctionnelle et ils meurent de pneumopathie. Et c'est vraiment les deux principales causes de mortalité. J'ai encore un peu de temps ? Ok. Alors, donc, on est sur le 8e mythe en psychopharmacologie, un peu la même chose pour la clozapine. Je prescris jamais de lithium, c'est beaucoup trop dangereux pour les reins. Alors après, c'est aussi une question que vont vous poser les patients qui sont déjà sous lithium et le danger pour les reins. Alors, où est-ce qu'on en est ? Alors c'est compliqué, je vais essayer de vous expliquer. Où est-ce qu'on en est actuellement concernant le lithium et les reins ? Donc on est toujours sur les études faites par nos collègues scandinaves qui, eux, ont des bases utiles et exploitables pour les questions de santé publique. Et donc on est sur une étude qui a regardé toutes les personnes au Danemark. Donc on est sur la population interne du Danemark. Et donc dans les registres, ils ont identifié 10 000 personnes qui avaient un trouble bipolaire. Et ils ont regardé, parmi ces personnes, celles qui avaient été traitées par lithium, quel était le risque d'insuffisance rénale avérée. Alors, dans mon souvenir, ce devait être un débit de filtration glomérulaire inférieur à 60, le seuil classique pour l'insuffisance rénale. Donc, pas forcément une insuffisance rénale grave, mais une insuffisance rénale avérée. Et effectivement, vous le voyez, je ne sais pas si j'ai un pointeur. Oui, là, vous le voyez là. Donc là, on voit que quand il y a eu plus de 60 prescriptions de lithium, le risque d'insuffisance rénale augmente et est multiplié par 2,5. Donc on voit qu'il y a un effet dose-effet, plus l'exposition augmente et plus le risque d'insuffisance rénale augmente. Mais on retrouve exactement la même graphe, la même courbe avec les anticonvulsivants. Alors bien sûr, tout ça, ce sont des études extrêmement bien faites, prenant en compte tous les facteurs de confusion, ce n'est pas juste observationnel. Donc on retrouve exactement la même augmentation de risque qu'avec les anticonvulsivants. Donc c'est vrai, il y a une augmentation, mais en fait l'insuffisance rénale, c'est assez fréquent en population générale, et les personnes qui ont un trouble bipolaire ont d'autres facteurs de risque d'insuffisance rénale, notamment tous les facteurs d'hypertension et autres, qui peuvent aussi augmenter ce risque. Mais le point intéressant, et ça a été confirmé par d'autres études, c'est que quand on regarde l'insuffisance rénale dite terminale, c'est-à-dire générant une dialyse ou une greffe, c'est-à-dire ce que redoutent toutes les personnes qui débutent une insuffisance rénale, bien sûr, on s'aperçoit en fait qu'avec le lithium, alors il y a très peu d'effectifs, mais en tout cas avec le lithium, il n'y a pas d'augmentation de risque d'insuffisance rénale terminale, alors qu'il y en a une avec les anticonvulsivants. Donc il faut être assez prudent, là aussi. Alors c'est toujours de la balance bénéfice-risque. On ne peut pas, sous prétexte que après 30-40 ans de lithium, la personne court un risque d'insuffisance rénale, parce que ça n'arrive pas au bout de 2 ans, hein, l'insuffisance rénale. Quand ça arrive, il faut quand même au moins 2 décennies d'exposition. Donc on ne peut pas priver les personnes d'un médicament dont on sait qu'il est le plus efficace, et ça, là pour le coup c'est vrai dans les recommandations partout,
de ce médicament sous prétexte qu'il y a un risque hypothétique d'insuffisance rénale. Enfin, en clair, on ne peut pas laisser les gens mourir de suicide à 25 ans parce qu'à 60 ans, ils risquent d'avoir une insuffisance rénale. Donc, il faut vraiment avoir en tête la balance bénéfice-risque. Et là aussi, j'espère que, voilà, avec une approche plus rationnelle et moins émotionnelle de la psychopharmacologie qu'ont certains de mes collègues, on arrivera à faire un petit peu bouger les choses et faire en sorte que les patients puissent bénéficier des traitements les plus efficaces. Alors, on entend parler beaucoup de Très bien. On entend parler beaucoup de déprescription actuellement. Et donc la déprescription des psychotropes, tout le monde vous dit que c'est très simple, il faut déprescrire. Ok, c'est très simple. Vous avez tous une pratique de une pratique en tout cas de prescription, ou la majorité d'entre vous l'ont. Et vous savez que dans la vraie vie, la déprescription, c'est pas simple du tout. Alors on vous montre des belles courbes. Donc en fait, je ne vais pas avoir vraiment de réponse à cette question sur la déprescription. Juste, c'est vrai qu'il faut déprescrire, mais là aussi, dans la vraie vie, vous montre des courbes. Effectivement, vous savez que la décroissance, par exemple, si on prend les antipsychotiques, on sait que dès qu'on est avec un taux d'occupation des récepteurs D2 inférieur à 80%, on perd de l'efficacité. Donc pour l'aldol, à partir de 3 mg d'aldol par exemple, et on sait que si on fait une décroissance linéaire, on va aller plus vite sur les zones où le traitement est moins efficace, et donc ça peut favoriser les rechutes de descendre trop vite en termes de taux d'occupation. Et donc vous entendez probablement parler beaucoup de décroissance hyperbolique. C'est très intéressant de manière théorique, la décroissance hyperbolique, où on va diminuer donc de manière à ce que la diminution entre deux paliers soit toujours linéaire et soit de 50% environ. Mais allez trouver une pharmacie qui vous prépare 0,08 mg d'allopéridol. Moi, je ne sais pas comment on fait. Donc, en fait, là aussi, il y a les recommandations. Dans la vraie vie, c'est souvent compliqué. Alors, on peut bricoler, on peut couper les médicaments, etc. Bon, enfin, le message central, c'est si on doit faire la décroissance, c'est possible, mais il faut aller très très doucement. Le seul intérêt, je pense, des messages autour de la décroissance hyperbolique et autres, c'est de faire passer le message que même si on prend 1 an à diminuer ou arrêter un traitement, c'est pas grave, à la fin on aura réussi à l'arrêter. Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer aux patients qui sont toujours souvent très pressés. Juste un point, puisqu'on parle de décroissance, il faut avoir en tête un cas très particulier, toujours par rapport à la clozapine, c'est que l'arrêt brutal de la clozapine, en fait, entraîne un arrêt de la charge anticholinergique qui est très massif avec la clozapine et peut provoquer des catatonies de sevrage. Là aussi, c'est extrêmement trompeur et on peut confondre ça avec un syndrome malin neuroleptique. Il faut que vous ayez en tête que la clozapine, quand elle est arrêtée brutalement, peut induire des syndromes catatoniques. C'est assez fréquent quand même quand on regarde et quand on sait les identifier. Et dans ces cas-là, le traitement, c'est soit reprendre de l'olanzapine si on ne peut pas reprendre la clozapine, parce qu'on retrouve l'intérêt, c'est qu'il y a l'effet anticholinergique et l'effet antidopaminergique aussi qui va permettre de re-réguler la boucle nigrostriatale. Soit, si on ne peut pas donner d'antipsychotiques, il faut faire un traitement anticholinergique. Paradoxalement, c'est la seule fois où je vais vous recommander de mettre en place un traitement anticholinergique. Et bon, je vais finir là-dessus, sur on a déjà tout essayé. Bon, ça, c'est des choses qu'on entend malheureusement beaucoup trop fréquemment et qui sont vraies de manière tout à fait exceptionnelle. Donc, par exemple, on peut très vite avoir des collègues qui disent « mais on a déjà tout essayé » et en fait, le patient est sous clozapine depuis 2 mois et là, il ne répond pas encore tout à fait bien à la clozapine. Donc on sait par exemple dans ces cas-là qu'il faut attendre 3 mois pour que la clozapine soit efficace. Donc avant, on ne peut pas se prononcer sur l'efficacité. Il faut que la clozapine soit dans la fourchette thérapeutique, c'est-à-dire au moins 350 nanogrammes par millilitre. Auquel cas, si ce n'est pas ça, il faut augmenter la clozapine avant de conclure, on a tout essayé, rien ne marche. Et si la clozapine ne suffit pas, il y a d'autres stratégies. On peut potentialiser en ajoutant des médicaments. Donc actuellement, ce qui est recommandé, c'est plutôt le Soliant ou l'Abilify. Et là aussi, c'est pareil, il faut être très patient. La résistance, chez quelqu'un qui présente une résistance à un traitement, en fait, quand on met en place des stratégies,
Il faut beaucoup de temps pour que les remaniements neurobiologiques, psychologiques, psychosociaux se mettent en place. Il faut vraiment retrouver un nouvel état d'équilibre à tous ces niveaux et ça prend beaucoup de temps. Et donc, bon, après, voilà, c'est des stratégies qu'il faut, dont vous avez le détail sur la diapositive et que je pense que le diaporama pourra être mis à disposition. Oui, ok. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, en psychiatrie, on parlait d'espoir tout à l'heure, les vraies situations résistantes, ça n'existe quasiment pas. On peut toujours arriver à améliorer la qualité de vie, pas forcément tous les symptômes, mais améliorer la qualité de vie. Et il faut vraiment avoir en tête que quand on est en 5e, 6e ligne de traitement, après, finalement, il y a toujours des patients qui s'améliorent avec des stratégies totalement improbables. Il faut continuer à essayer, continuer les associations, continuer à essayer des stratégies de potentialisation. Et à la fin, la stratégie recommandée, c'est celle qui est efficace. Donc là, les recommandations, elles ne s'appliquent plus. Et on peut arriver à des ordonnances complètement hors clou, mais l'important, c'est que le patient aille mieux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir atteint en pratique. Donc voilà, entre les deux, il faut peut-être trouver un équilibre et essayer d'alléger un peu les ordonnances, mais il ne faut pas non plus se culpabiliser à outrance parce qu'on n'est pas pile dans la case recommandée par la HAS et par toutes les recommandations. Et donc si je voulais conclure, en fait, dans les points importants, je crois que quand on est soignant et prescripteur, quel que soit médecin, infirmier, sage-femme et autres, en fait, il y a quelque chose vraiment qu'il faut avoir en tête, au-delà de l'écart entre recommandations et pratiques en vie réelle, c'est le fait que les habitudes de prescription ne sont pas des bonnes pratiques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a une pratique de prescription qui est validée, que mon grand-père faisait déjà comme ça, pourquoi je changerais, et ça a toujours marché. C'est pas parce qu'il y a des pratiques de prescription dont on sait en plus qu'elles peuvent être celles de tout un établissement. On sait qu'il y a des isolats et qu'il y a des pratiques de prescription empiriques qui se transmettent au sein d'établissements qui ne prescrivent pas comme dans d'autres établissements. Enfin, ça n'existe qu'en psychiatrie. Mais en fait, voilà, il faut, et vraiment on compte sur vous en tant qu'IPA pour casser ces habitudes de prescription et faire changer vraiment les habitudes de prescription pour que les prescriptions soient des prescriptions qui prennent beaucoup plus en compte la balance bénéfice-risque. Et bien sûr, ce que vous êtes en train de faire, l'important quand on prescrit, c'est toujours d'actualiser ses connaissances parce qu'il y a toujours des avancées, il y a toujours des stratégies qu'on ne connaissait pas, auxquelles d'autres ont pensé au niveau international et qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc vraiment, on compte sur vous pour améliorer le niveau de prescription en psychopharmacologie en France, il y en a bien besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Verdoux. Alors, on va avoir une petite dizaine de minutes pour des échanges avec la salle, donc n'hésitez pas, j'ai des collègues qui se baladent en haut et en bas avec des micros. Bonjour, professeur. Je voulais votre avis. Moi, j'interviens un petit peu en intra-hospitalier sur un service de suite et de chronique. Et il y a des patients qui ont depuis des années des injections retard. Et du coup, par rapport à ce que vous disiez sur le patient parfait, là, on est sur des patients qui sont là depuis des années, voire des dizaines d'années. Et je me posais la question, j'essaye de faire ça, c'est de passer le traitement en péros, parce que de toute façon, ils sont en service, donc ils prennent le traitement correctement. Est-ce que donc il y a vraiment besoin de les injecter toutes les 2 ou 3 semaines alors que le traitement est pris normalement? Merci pour cette question. Effectivement, c'est une très bonne illustration des rituels de prescription que personne ne remet jamais en cause. On connaît tout ça. Voilà, les traitements sont reproduits de décennies, d'année en année, de décennie en décennie. Il n'y a aucun rationnel. Et il y a vraiment, alors, dans 95% des cas, il n'y a aucun rationnel à maintenir un traitement antipsychotique à action prolongée chez quelqu'un qui est institutionnalisé. Il y a des situations où ça peut être justifié, par exemple quand on prépare une sortie et qu'on ne veut pas
perdre de chance avec une rupture de traitement le temps que le patient s'installe dans la cité et arrive à gérer son traitement avec de l'aide. Il y a une deuxième situation qui peut être intéressante, mais c'est quand même très, très exceptionnel. C'est des patients qui, ponctuellement, ont des refus de traitement. Ça, en général, les équipes soignantes le savent. Et ça permet de passer un cap en maintenant un minimum de traitement le temps que l'épisode se passe. Mais en long séjour, en général, ça se pose. C'est des questions qui n'arrivent quasiment jamais. Mais voilà, c'est pour passer les périodes d'inobservance ou des patients qui fuguent. On voit des patients en long séjour qui disparaissent 1 ou 2 semaines, qui reviennent. Voilà. Mais c'est des situations extrêmement ponctuelles. En tout cas, ça ne peut pas être une règle. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis IPA, je travaille en secteur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il y a des médecins ? Pardon ? Il y a des médecins dans la salle ? des... Ah, IPA, pardon, excusez-moi, j'avais entendu PHO, excusez-moi. Je suis IPA en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Voilà. Et je suis amené à rencontrer des ados et faire des réévaluations de traitement, et en l'occurrence des traitements antidépresseurs chez les ados. Et ça fait plusieurs fois où je me pose la question de l'efficacité de ces traitements antidépresseurs chez les ados. Voilà, c'est de par la pratique que j'ai et le ressenti. J'ai l'impression que la symptomatologie, elle n'est pas toujours amendée. Enfin voilà, je me questionne sur ce sujet. Alors, j'évite de sortir de mon champ de compétences. C'est-à-dire, moi, je suis psychiatre d'adulte. Les prescriptions chez les ados, je préfère m'abstenir par rapport à une réponse parce que je ne suis pas sûre de maîtriser vraiment l'information. Je sais que les antidépresseurs peuvent être indiqués, mais non, je préfère m'abstenir. Et peut-être dans la salle, il y a des personnes qui connaissent. Anne, peut-être tu connais mieux, oui. Non, juste pour répondre à la question de la prescription de psychotropes pour les enfants et les adolescents, il y a un site extrêmement bien fait sur la SFPEADA, donc Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, avec un site actualisé qui a un lien internet. Si vous tapez psychopharmacologie de l'enfant, vous trouvez des fiches extrêmement bien faites pour l'aide à la prescription. C'est réactualisé régulièrement. Il y a aussi des fiches d'information pour les patients et leurs familles et leurs parents qui peuvent poser beaucoup de questions. Donc je vous renvoie à ce site qui est extrêmement bien fait. Merci. Oui, je pense que la question posée sur la surprescription, en fait. Oui, essentiellement, c'était... Oui, et puis peut-être aussi, si vous aviez des éléments, peut-être des données probantes, des données probantes, je suis sûre qu'il y en a. Mais après, la question, c'est l'indication. Des données probantes sur l'efficacité des antidépresseurs chez les adolescents, il y en a. Ouais. Mais la question est, il y a des médicaments contre-indiqués, il y a la question du risque suicidaire, effectivement, qui est majoré chez les adolescents. Mais après, non, là, je préfère que vous tourniez vers mes collègues pédopsychiatres. Merci. On va avoir le temps pour une dernière question. Oui, bonjour. Et moi, je voulais vous poser une question parce qu'effectivement, vous parliez des bénéfices-risques et notamment par rapport à la metformine, où vous parlez d'une prescription hors AMM. Et moi, d'autant plus travaillant en pédopsychiatrie, je suis tout le temps confrontée à des prescriptions hors AMM parce qu'en pédopsychiatrie, à part le méthylphénidate, qu'effectivement on est autorisé, le reste, c'est à chaque fois à des doses hors AMM. Et nous, au niveau bénéfice-risque, je vois l'intérêt, mais sauf que s'il y a un problème médico-légal, après au niveau, il n'y a pas eu de jurisprudence à l'heure actuelle dans nos pratiques et il n'y a personne qui peut nous répondre au niveau qu'est-ce qu'on encourt dans ces cas-là, dans nos renouvellements de prescription. Alors, effectivement, c'est la question de la responsabilité légale en cas de prescription hors AMM. Alors, il faut différencier 2 grands types d'AMM. Il y a l'AMM, on va dire, qui est liée à la promotion marketing de l'industrie pharmaceutique pour favoriser, quand un nouveau médicament arrive, une extension d'indication pour faire en sorte que la population atteinte soit la plus large possible. C'est des raisons purement stratégiques et financières. Donc ça, c'est un premier type d'AMM. Et puis, il y a l'AMM basée sur, donc ça qui est tout à fait à condamner, bien sûr. Et puis, il y a l'AMM leur AMM qui est basé sur en fait des connaissances acquises par des études
avec où en fait le hors AMM est juste essentiellement lié à un problème du fait qu'un produit n'a pas été commercialisé, l'AMM n'a pas été obtenu dans un pays. Pour des raisons là aussi financières, parce que le laboratoire n'a pas envie de faire des études, ça va lui coûter trop cher pour un produit en fin de vie de refaire des études pour obtenir l'AMM. Donc c'est une AMM qui n'est pas liée à l'absence d'effets cliniques, mais une AMM qui est juste liée au fait que le laboratoire commercialisant n'a pas envie d'investir de l'argent pour demander l'AMM. Donc dans un cas comme la metformine, il y a des données claires, y compris chez l'enfant, montrant son efficacité avec des recommandations. Donc, en règle générale, même s'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, une AMM pour laquelle un grand nombre d'universitaires en France pourraient témoigner que la prescription était justifiée et légitimée par les données de la littérature, théoriquement, la responsabilité ne peut pas être engagée. Mais voilà, c'est théoriquement, ouais. Parce que pour le cas de la metformine, moi je sais qu'au début je le renouvelais, et nous, l'hôpital et certains médecins, notamment le docteur qui est pharmacien chez nous, nous a interdit de renouveler la metformine parce qu'elle jugeait qu'elle était dangereuse. Non, donc, en revanche, ça c'est faux. Mais je suis d'accord. Ça c'est faux. Alors, du coup, nous, sauf qu'au niveau hiérarchique, nous, notre direction nous interdit de prescrire cette metformine. Donc moi, j'ai choisi de faire le choix d'appeler les médecins traitants et de leur demander, de leur expliquer pourquoi en fait l'intérêt de la metformine. Et en général, ils jouent le jeu à chaque fois. Et eux renouvellent la metformine. Comme ça, moi, au niveau, voilà, je travaille plus en sécurité. Mais nous, au niveau de l'hôpital, on nous a clairement dit qu'on ne voulait pas qu'on prescrive de la metformine. Alors, je ne peux pas vous dire que je suis stupéfaite et que malheureusement, on sait très bien. C'est très intéressant la stratégie que vous avez mise en place, en revanche. Ça veut dire ce travail en réseau avec un autre prescripteur. Ça, c'est une stratégie extrêmement intéressante. Mais bon, il va falloir arriver à faire bouger les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas possible parce que là, on parle de metformine, mais là, actuellement, il y a le TGV des agonistes, des analogues GLP-1 qui arrivent. Et il y a une pression des usagers extrêmement forte pour utiliser les agonistes GLP-1 dans la prise de poids liées aux antipsychotiques. Donc, à un moment, il va falloir quand même qu'il y ait une régulation qui se fasse et qu'on puisse au moins utiliser la metformine si on nous interdit les agonistes GLP-1A. Pour le moment, les agonistes GLP-1A, il faut déjà les réserver aux personnes qui ont un diabète. Mais en tout cas, il faut faire bouger les choses sur la metformine. C'est plus possible, effectivement. Donc, c'est très bien que... Mais alors après, les leviers d'action, je dois avouer que pour le moment, je n'en ai pas vraiment, si ce n'est peut-être de faire des partages justement d'expériences de ce genre et de voir comment c'est géré dans d'autres établissements. Par expérience, moi j'ai déjà pu convaincre des pharmaciens hospitaliers en leur disant « mais à côté, là, votre collègue, il l'autorise, alors pourquoi vous ne le faites pas ?» Donc, voilà, ça peut aussi être intéressant de voir comment ça se passe dans toute la France et d'arriver à faire bouger les choses au niveau des pharmacies hospitalières. Merci. Merci beaucoup. On va marquer la première pause de cette journée. Vous retrouvez les posters à l'étage. En bas de chaque poster, vous avez un QR code qui vous permettra de faire un vote électronique. On clôturera les votes pour le meilleur poster en début d'après-midi. Merci.